Astrid, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es coach, mentor, experte en fitness neuro-émotionnel. Si on avait besoin de comprendre un peu qui tu es, ton parcours et ce que tu as vécu peut-être dans ton enfance ou plus jeune pour comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et le métier que tu fais, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir? Bonjour Mariam, déjà, je suis ravie Bonjour, d'être là avec moi toi. aussi. Alors, qu'est-ce qu'on aurait envie de savoir sur moi? Je pense que j'ai expérimenté à l'extrême ce que c'était que d'être complètement à côté de soi-même et presque à y laisser ma peau. Et ce qui m'a obligée, tu vois, à faire tout le chemin inverse pour me retrouver. Et du coup, le process, je le connais et c'est ce que je permets aux gens aujourd'hui, c'est de retrouver leur axe. Tu sais, souvent on dit, ce serait quoi ton combat si t'en avais un? Moi, c'est le gâchis de talent. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que tu étais peut-être en train de justement gâcher ton potentiel ou que... Ah mais en fait, j'ai failli, quand je te dis j'ai failli laisser ma peau, c'est physiquement mon corps me lâchait complètement, tu vois, je suis tombée malade. Ça, c'était le premier électrochoc. Et puis après, en fait, j'ai vécu pendant 19 ans dans une relation toxique et je suis vraiment allée au bout du truc où, en fait, si je restais, je mourrais. J'aurais fait partie, je pense, des gros titres des journaux, tu vois. Hmm. Et à partir de quand tu as eu un déclic? Parce que du coup, tu es resté 19 ans avec cette personne, tu t'es séparé de cette personne. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir un déclic? Ou peut-être que c'était pas un déclic, mais qu'est-ce qui t'a permis du coup de... En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de la maladie où là, j'ai cru que tu vois, que j'allais, c'était fini. Et je sais pas, il y a eu un électrochoc, tu vois, et je me suis dit, non, mais t'es pas né pour avoir une vie pourrie, tu vois. Tu sais, une espèce de sursaut intérieur qui te dit, réveille-toi, cocotte, là. Et t'es pas né pour avoir une vie pourrie, et qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Donc, et du coup, ça m'a réveillée. Là, j'ai décidé que j'allais tout faire pour guérir. Ce que j'ai fait, c'était la première chose. Et du coup, j'ai compris aussi dans ce process-là que il y avait des choses que je comprenais pas sur moi. Je savais pas qui j'étais, ce qui circulait à l'intérieur de moi et les émotions. Je comprenais rien, mais je suis partie dans une démarche de trouver à l'extérieur des solutions. Donc, tu sais, la pensée positive, des thérapeutes, des rééquilibrages divers et variés. Et jusqu'au jour où j'ai compris que ça suffisait pas, tu vois. Tu avances, tu réussis. J'avais créé ma boîte, je gérais mes équipes, etc. Mais je voyais bien que j'aimais ce que je faisais. J'étais de plus en plus fatiguée, que dans mon couple, c'était hyper tendu, qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais comme j'étais coupée de mon corps, je trouvais pas la clé. T'arrivais pas à ressentir qu'il y avait quelque chose qui était en train En de... fait, je sentais bien qu'il y avait un truc, mais j'étais dans le déni, Hmm. tu vois. Parce que j'étais pas en mesure de le gérer, ce truc-là aussi. Tu sais, les choses, elles arrivent au bon moment. La montagne a été trop haute pour moi à l'époque. Hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent et qui sont justement dans une situation où ils sentent qu'ils sont pas forcément à la bonne place? Peut-être que c'est dans leur couple, dans leur famille, dans leur relation, peut-être que c'est dans leur travail, dans leur business, mais qui ont du mal à identifier exactement ce qui se passe et qui sont coupés, comme tu dis, de leurs émotions et de leur corps. Ce serait quoi une première étape pour ces personnes-là qui pourrait les aider? Déjà, à se rééduquer à ce qui circule à l'intérieur de leur corps et à l'apprivoiser. Tu vois, moi, la première fois, donc j'étais vraiment dans la pensée positive. Je drivais mes équipes, j'avais fait Tony Robbins et tout. Enfin, j'étais dans la motivation à fond. Et puis un jour, je fais un séminaire. Et là, on nous demande d'aller chercher un moment de joie et d'enthousiasme qu'on a connu. Moi, j'étais hyper positive. Et j'ai du mal à trouver un moment de joie et d'enthousiasme. Et là, tu dis, il y a un bug, tu vois. Ouais. Et après, on nous demande de ressentir la joie et l'enthousiasme. Mais en fait, j'étais incapable de ressentir la joie et l'enthousiasme. Je ne savais pas ce que ça faisait. Je ne savais plus, en fait. Enfant, j'ai dû le savoir, parce que tous les enfants le savent. C'est naturel. Mais j'étais complètement coupée de tout ça. Et là, je me suis dit, ouf, voyant rouge. Là, tu tiens un truc, il y a un bug. Il y a un bug dans le système. C'est ça. Et du coup, j'ai pratiqué en fait le système d'alignement neuro-émotionnel pendant 1 an à haute dose, et c'est du fitness neuro-émotionnel, hein, pour rééduquer mon corps à faire circuler ces émotions-là. Et c'est comme si j'étais passée, tu sais, du noir et blanc à la couleur, et que j'avais remis de la vie dans mon corps, tu vois. C'est quoi, par exemple, que tu faisais concrètement? En fait, j'utilisais des souvenirs anciens, joyeux. Donc après, tu vois, j'ai été attentive et j'ai été les rechercher. Et j'ai essayé de réactiver ce que j'avais ressenti à ce moment-là, tu vois, et de le faire tous les jours. C'est l'hygiène émotionnelle, c'est tu te brosses les dents 3 fois par jour. Là, c'est pareil. Tu fais attention tous les jours
aux émotions qui circulent dans ton corps. Mmh. Et on sait qu'aujourd'hui, les émotions ont des fréquences. Donc, en fait, nous, on émet un signal et en fait, notre vie correspond à la réponse au signal qu'on émet. Donc, si tu utilises tes émotions pour changer ton signal, tu changes la réponse de l'environnement. Comment est-ce que tu vois, quand on parlait tout à l'heure en off, on parlait des personnes qui ont grandi dans un environnement où peut-être qu'ils ont été conditionnés à se couper de leurs émotions pour pouvoir survivre et s'occuper peut-être des besoins émotionnels de parents un peu immatures. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça qui ont justement pris cette habitude de se couper de leurs émotions et qui ont envie de commencer à justement se reconnecter et prendre soin d'elles? En fait, le problème, souvent, c'est que quand tu es coupé de tes émotions, tu en es inconscient. Tu vois, donc c'est vachement dur de donner un conseil c'est vrai. à quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il a. Ce serait quoi les signaux, du coup, qu'on est coupé de nos émotions? En fait, si je te demande qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion aujourd'hui, si tu ne sais pas me répondre, c'est que tu vis un peu en zombie, en fait. Tu ne sais pas ce qui circule à l'intérieur de toi. C'est comme si je te demandais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé hier, tu ne sais pas. C'est la même chose. Et du coup, comment est-ce qu'on approche ça? Comment est-ce qu'on approche le fait de ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous? Déjà, t'en prends conscience. C'est la première étape. Déjà, de mettre de la conscience dessus, y a un truc qui va s'ouvrir. Et à partir de ce moment-là, c'est dans ta journée de te dire, tu fais des micro-pauses et juste, pose-toi la question. Il se passe quoi dans mon corps là? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que ça contracte? Est-ce que c'est en expansion? Est-ce que, tu vois, quand tu côtoies des gens, comment ça fait dans ton corps? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se serre? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Tu vois, c'est vraiment des sensations. Et je crois vraiment que, et tu vois, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a été finalement éduqués au succès avec l'archétype masculin, très cérébral. Et si on y ajoute ce côté-là, qui est finalement la partie féminine, sensibilité, tu vois, intuition, légèreté, on capte des tas de choses invisibles qui vont beaucoup plus vite, parce que cette partie-là est beaucoup plus rapide que le cerveau rationnel. Ça nous permet de driver notre vie et notre business, enfin, tu vois, avec quelque chose de bien plus puissant que juste notre petit cerveau. Notre petit cerveau, il est là, il est super pour nous aider à construire, à structurer et à implémenter. Mais sinon, pour le reste... C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ça me parle beaucoup. Pendant cette période où tu te sépares de ta relation toxique et où tu fais tout ce travail-là de fitness neuro-émotionnel, qu'est-ce que tu apprends justement sur toi-même ou sur tes émotions qui te permet de te libérer et de changer ta vie, de peut-être attirer quelque chose de différent? En fait, j'ai commencé, avant de me séparer, à retrouver de l'estime pour moi et de la confiance en moi, à la faire circuler. Donc, ma fréquence a commencé à bouger. Et quand tu es dans une relation toxique et que tu es sous emprise, la personne n'aime pas ça quand elle sent que tu commences à t'échapper. Donc, elle va tout faire pour te garder sous sa coupe. Et du coup, en fait, il y a eu de la violence. Enfin, tu vois, je suis partie vraiment pour sauver ma peau. Et finalement, derrière, tout ce travail que j'avais commencé à faire, je l'ai renforcé parce que j'ai connu un chaos monumental. J'étais en état de choc. Tu vois, on me parlait, je comprenais même plus les mots qu'on me disait. Tu vois, et en fait, j'ai vraiment pratiqué ça, mais à haute dose. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a permis de me reconstruire derrière. Parce qu'à côté de ça, je continue à faire tourner mon business. J'avais rien dit à personne. Il y avait que mes proches qui savaient, tu vois. Mais pendant 3 mois, j'étais à la rue, tu vois. Je me baladais avec ma petite valise. J'allais à l'hôtel ou chez un ami ou chez mon frère. Tu vois, mais je me baladais comme ça. Et après coup, tu te dis, mais comment j'ai fait? Et je pense que le truc qui m'a permis vraiment de garder la tête hors de l'eau, c'est d'être attentive à ça. Tu vois, à m'accrocher aux micro-petits trucs positifs de ma journée. J'ai l'impression que à ce moment-là, tu avais peut-être du mal à demander de l'aide, ou je me trompe? Ah non, j'ai demandé de l'aide là. T'as demandé de l'aide? Oui, c'était obligatoire. J'avais des anges autour de moi, mais vraiment. J'ai été super entourée. Par contre, c'était un cercle très restreint et très proche. Ah non, dans cet état, j'étais obligée de demander de l'aide. Ok. Et d'ailleurs, quand tu sors de ce type de relation, il faut te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des bons amis, ça peut être de la famille, ça peut être un psy, un coach, mais il faut te faire accompagner. Et c'était quoi pour toi, ce serait quoi avec du recul? Parce que tu l'as vécu et je trouve ça hyper intéressant. Et après, j'aimerais bien aussi qu'on parle de
tu vois, la rencontre que tu as fait. Enfin, je trouvais ça super intéressant, la manière dont tu en parlais et la lettre que tu as écrite. Mais ce serait quoi pour les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être dans des relations qui sont pas forcément saines ou qui peuvent être toxiques, les signaux qui pourraient les alerter que peut-être qu'ils sont dans une relation dysfonctionnelle? En fait, tout est toujours de ta faute. C'est simple. C'est quoi que tu fasses, tout est toujours de ta faute. Et l'autre ne se remet jamais en question. Et surtout, c'est très cyclique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, tu vois, hyper gentil. Tu vois, tu t'es dit, ah bah non, en fait, c'est moi, je délire. Et puis, juste derrière, tu as un truc d'une extrême violence avec le déni de la violence. Et puis, de nouveau, pouf. Tu vois, c'est que ça. Je comprends. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette période-là pour que tu puisses... Je te dis, moi, c'est vraiment ce fitness neuroémotionnel, finalement. C'est ça qui m'a vraiment aidée. Et le soutien des personnes qui étaient autour de moi. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et dans une de tes vidéos, tu parlais de, justement, je crois que c'était à cette période-là, justement, où tu te disais que tu voulais rester célibataire et que tu voulais pas rencontrer quelqu'un. Je voulais plus de mec. Hein. Je trouvais ça super intéressant parce que tu parlais de l'exercice que tu as fait, d'écrire une lettre de ce que tu voulais plus du tout et de ce que tu voulais pour plus tard, pas pour tout de suite, parce que tu étais décidée à... Alors, en fait, je voulais solder cette histoire de mec, une bonne fois pour toutes. Et parce que, tu vois, tu sors d'une relation toxique, tu as quand même t'as vécu 19 ans, tu as construit une famille. En fait, tu as toute ta vie, tout ce que tu as construit, qui c'est un champ de ruines. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Et là, j'avais envie d'être toute seule, d'être tranquille. J'ai repris une petite maison. Tu sais, tu vas chez Ikea, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu n'as pas la voix off qui dit, ah, c'est trop moche ton truc. Tu prends les assiettes roses et machin. C'était le gros kiff, ça. et tu repars à zéro. Et je me disais, bon, par contre, j'ai pas envie de vieillir toute seule, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais solder ce truc-là. Et j'ai pris un papier, j'ai écrit tout ce que je voulais plus chez un mec, tu vois, tout. Mais vraiment, je me suis lâchée. Et derrière, en fait, j'ai pris une autre feuille. Et en fait, ce que je voulais, c'était l'inverse. Et souvent, quand on se dit, bon, quel type d'homme je voudrais dans ma vie, on va aller chercher des critères basiques, tu vois, et qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors que quand tu écris tout ce que tu veux plus, tu vas être hyper précise sur ce que tu désires derrière. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais. Tu vois ? Et du coup, j'ai écrit une lettre de gratitude pour cet homme incroyable qui était rentré dans ma vie, tu vois, dans 20 ans. Et j'ai décrit notre quotidien, ce qu'on fait ensemble. Et dedans, j'ai mis toutes les qualités que je voulais que cet homme ait, tu vois. Et j'ai complètement oublié que j'avais fait cet exercice, j'avais écrit cette lettre. Et je pense que j'ai rencontré mon chéri 15 jours après. Incroyable. Je l'ai envoyé chier pendant 9 mois, parce que moi, c'était pendant 20 ans que j'avais commandé le truc. Et je sais pas, 18 mois après, on part en Crète et je prends des documents que j'avais pas lus depuis longtemps, tu vois. Et il y a un papier qui tombe. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Puis je dis, tiens, c'est mon écriture. Je lis. Et en fait, c'était ma lettre de gratitude. Je dis, mais c'est un truc de fou. Et je lui ai fait lire, il me dit, mais c'est moi? Je dis, mais c'est un truc de fou. Tu vois? Et maintenant, on en rigole. Parfois, je dis, ah mince, j'avais oublié ce petit détail dans la lettre. Non, je rigole. C'est un truc de fou. Et je l'ai conseillé à plusieurs clientes. Et après, le timing, tu le connais pas. Mais tu vois, tu lâches ce truc-là. Je vis ma vie, je kiffe ma vie. Et c'est en cours de téléchargement. Ça arrive. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui nous écoutent et qui ont envie d'attirer leur personne ou la bonne personne à elles, mais qui se disent peut-être que pour moi c'est pas possible, ou qui sont vraiment connectées à la fréquence de la peur. Et là, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est finalement faut lâcher prise, faut avoir la foi et faut avoir confiance en fait. En fait, il faut que tu désires déjà être heureuse et amoureuse de ta vie. Tu vois, que t'aimes ta vie et avoir la foi dans le fait que si ton désir, c'est de te mettre en couple, c'est qu'il est bon pour toi. Tu vois, quand tu désires quelque chose profondément, c'est que c'est bon pour toi. Sinon, tu le sens, ça se serre un peu à l'intérieur. Enfin, tu vois, tu sens que c'est pas juste. Si tu es vraiment honnête avec toi-même. Et il y a des femmes qui le savent que c'est pas juste. Donc, si tu sens que c'est vraiment un désir profond, mais juste, voilà, fais ta commande et puis vis ta vie. J'aime bien, fais ta commande. C'est quoi ta vision de la manifestation? Ma vision de la manifestation, c'est qu'en fait, tu peux tout manifester, même des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu vois, si tu le désires vraiment. Par contre, si tu désires des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, le prix à payer derrière, c'est que tu vas créer en fait des chaos dans ta vie.
Donc là, ça demande vraiment d'être honnête avec toi-même. Mhm. Qu'est-ce que tu désires vraiment et qui sonne juste dans ton cœur. Et à ce moment-là, effectivement, en fait, désire-le simplement. Et vis comme si c'était déjà là, tu vois, parce que c'est juste pour toi. Donc c'est juste pour toi, c'est fait. C'est déjà fait, en fait. Moi, j'aime bien, avec mes clients, tu vois, je les aide à justement à utiliser le fitness neuro-émotionnel pour, tu vois, se mettre dans un état de bien-être, mais vraiment hyper élevé, d'amour, de gratitude. Donc, tu es dans une vibration optimale. Dans cet état-là, tu vas semer la graine de ton désir. Et tu vas ressentir comme si c'était déjà là. Et tu lâches le truc. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je pense aussi, tu vois, au fait que parfois on se dit mais je suis pas encore, j'arrive pas à accéder à cette fréquence. J'arrive pas à accéder à cette fréquence de l'abondance, de la joie, de la confiance. Et en même temps, j'ai ce désir-là, tu vois. J'ai l'impression d'avoir ce désir, mais en même temps, je suis connectée à une autre fréquence que ce désir. Parce qu'on veut tout contrôler dans notre vie. On aimerait, mais vraiment tout prévoir, savoir tout d'avance, etc. Ce qui enlève la magie de la vie, hein, clairement. Et le problème, c'est que quand on essaye de tout contrôler, c'est comme si on restreignait notre champ, tu vois. Et finalement, on se limite à des petites choses. Alors que si on disait, bah voilà, moi, mon désir, c'est ça. Et advienne que pourra, et j'ai confiance dans le fait que de toute façon, il y a des jolies choses qui m'attendent. Mais en fait, tu ouvres le champ des probabilités. Tu vois, c'est comme quand tu as un business. Avant, moi, je mettais des objectifs hyper précis, que tu sais, et en fait, je me suis rendu compte que c'était du bullshit, tu vois, d'avoir un objectif trop long terme, parce que tu t'enfermes dans quelque chose, et après, tu deviens dépendant de ce truc-là. Alors que si tu dis, bon, là, pour cette année, ce qui me ferait plaisir, ce que je trouverais fun, c'est ça. Donc, je vais prendre cette direction-là. D'ailleurs, j'en parlais avec mon équipe hier. Je disais, voilà, là, on a atteint ça. Prochain objectif que j'ai fixé, tu vois, c'est ça. Et je dis, je sais absolument pas comment on va y aller. Mais vraiment, pas du tout. Je sais même pas la stratégie pour ce truc-là. Par contre, c'est fun. Ça me fait rire, ça m'amuse. Et je sais que si j'atteins cet objectif, je toucherai encore plus de monde avec les outils, avec tout ce que je peux partager. Et ça fera du bien au monde. Donc, je ne sais pas comment on va y aller, mais on va y aller. Et je sais qu'on y va. Peut-être que ce sera dans 20 ans. Peut-être que ce sera dans 2 ans. Je ne sais pas. Et je m'en fous. Ouais, j'aime beaucoup. Et il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée où tu dis « On crée ce que l'on croit ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie « On crée ce que l'on croit ». Qu'est-ce que ça... En fait, tout ce en quoi tu as la foi, finalement, c'est confiance. C'est confiance avec la foi. Tout ce en quoi tu as confiance, donc tout ce en quoi tu crois, si tu crois en quelque chose, c'est que tu as confiance dans le fait que ça peut se réaliser. Tout ce en quoi tu as la foi, ben, se réalise, en fait. Tu vois ? Sachant que tu peux pas... tu peux avoir la foi, par exemple, je sais pas, tu prends l'exemple de quelqu'un, t'as quelqu'un dans ton entourage qui souffre. Et tu as la foi dans le fait qu'il va y avoir une guérison ou une résolution pour lui. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que peut-être pour lui, ce qui sera bon, c'est pas forcément ce que tu as prévu. Tu vois ? Et donc, avoir la foi, c'est accepter que le meilleur advienne, mais que ce meilleur sera pas forcément celui que tu as décidé. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Mais comment on peut lâcher prise là-dessus si on est dans une situation, au milieu d'une situation, et je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une situation où ils ont un parent alcoolique, ou peut-être qu'ils ont un partenaire qui a des difficultés financières, ou j'en sais rien, tu vois, ça peut être tellement de situations différentes, où ils ont vraiment envie de secourir, d'aider, de peut-être même sauver la personne, et bah, ça les fait souffrir eux-mêmes, parce que du coup, ils essayent de contrôler l'incontrôlable. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là de manière à ce qu'elles puissent commencer à lâcher prise et à vraiment se connecter à cette confiance? Parce que je ne sais pas si tu l'as déjà vécu toi, mais sur le moment, je trouve que c'est vraiment difficile. En fait, la problématique, c'est que souvent, on n'a pas confiance en la puissance de la personne en face, dans sa puissance à se driver. Ouais. Et finalement, comme on se sent un peu supérieur, on va essayer de la sauver. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Elle t'en veut parce que tu as essayé de la tirer vers le haut alors qu'elle n'avait rien demandé. Donc, moi j'ai un mantra qui est hyper choquant, c'est « Arrête de vouloir sauver les autres, ils se vengeront ». Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu essayes d'aider quelqu'un malgré lui,
hormis situation de danger extrême. Tu as ton gamin qui va traverser la route, il y a une voiture qui arrive, tu le rattrapes. Tu vois, on n'est pas dans... Tu vois, quelqu'un qui se noie, tu plonges, tu vas le chercher. Mais dans la vie courante, à chaque fois que tu essayeras d'aider quelqu'un alors qu'il ne te l'a pas demandé, déjà, tu le parasites, lui, dans sa possibilité d'aller activer ses ressources. Tu vois ? Et si tu t'acharnes à vouloir le sauver alors qu'il t'a rien demandé, d'une manière ou d'une autre, il va t'en vouloir ou ça va se retourner contre toi. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent, là, ils ont des situations comme ça, tu vois ? Bien sûr. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça ? Ah, mais plein de fois. Mais même avec mes clients. Au début, en tant que coach, je voulais sauver mes clients. Je voulais le 100% résultat. Tu vois ? Donc, effectivement, je l'ai vécu. Tu sais, c'est ceux à qui tu donnes le plus de cet espace-là, cet espace de je vais te sauver, voilà, qui finalement seront les plus ingrats. Mais c'est vraiment, ça part d'un espace intérieur. Parce que tu peux aussi dire à la personne, écoute, si tu as besoin d'aide, sache que je suis là. Mais c'est elle qui va te le demander, tu vois. Et aussi, parfois, tu peux simplement donner quelque chose gratuitement, mais pas dans l'intention de sauver. Juste, voilà, je te glisse ça. Mais je n'ai... Enfin, tu vois, c'est neutre. Ça, et ça, c'est ta posture intérieure. Tu vois, c'est la vibration que tu envoies avec ce que tu donnes qui va changer le résultat. Complètement. C'est une forme de détachement, en fait. Mais comment est-ce que, justement, tu pratiques ce détachement de sorte à ce que, tu vois, même au niveau des énergies que tu renvoies, de ce que tu ressens au quotidien, que tu puisses toi-même ne plus te parasiter toi-même, parce que je pense que la première personne qu'on parasite, c'est nous-mêmes, et que tu puisses te concentrer à construire ce qui est vraiment important pour toi, tu vois. Comment est-ce qu'on pratique le détachement concrètement dans notre vie de tous les jours, dans nos relations surtout, tu vois? En fait, tu peux pratiquer le détachement si tu as le cœur ouvert. Tu vois que le détachement, c'est relax, tu vois, c'est cool, tu vois, et c'est pas contracté. Ouais. En fait, plus tu es dans le contrôle et dans la maîtrise, moins tu peux te détacher. Et pour arriver à se détacher, je sais pas, moi je pense que la seule chose, c'est la confiance. C'est avoir la foi dans le fait que la vie est belle et que, c'est peut-être une utopie, tu vois, mais créer sa réalité dans cette optique-là, je préfère la créer dans cette optique-là plutôt que me dire que la vie est pourrie et me créer une vie pourrie, tu vois. Donc, ça me va de vivre dans l'utopie, peut-être. Ouais, et je pense aux personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à communiquer avec leurs proches, avec les relations qui sont importantes pour eux. Ce serait quoi si tu avais, par exemple, 3 clés à donner pour mieux communiquer avec ses proches, pour avoir un meilleur rapport, une meilleure compréhension et créer une meilleure connexion avec les gens autour de nous? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors ça, tu vois, c'est ce que je transmets dans mon programme sur l'intelligence relationnelle et je vais en parler aussi dimanche. Tu vois. Ouais. Et alors, il faut savoir que tous les conflits viennent du fait qu'on essaye d'imposer son système de valeurs à l'autre. On essaye de convaincre l'autre que notre point de vue est meilleur que le sien. Donc déjà, quand tu comprends ça... Oui, effectivement. Tu comprends beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose. Après, accepter... Tu sais, j'aime bien me mettre dans la peau de l'autre avec ce que je connais de son histoire, de ce qu'il vit. Et finalement, avec son filtre à lui, tu te dis peut-être que je réagirais comme lui, en fait. Et souvent, on campe dans notre truc à nous, mais on oublie que l'autre n'est pas nous. Il a un véhicule différent, il a des options différentes, il a une personnalité différente, il a une énergie différente, il a une histoire différente, il a des paramètres différents. Tu vois ? Donc, tu changes de lunettes, tu n'as plus du tout les mêmes couleurs, les mêmes reliefs, les mêmes volumes. Ouais. Et on arrive à ça, je pense, quand on se connaît soi. Parce que quand on découvre vraiment ce qu'on est à l'intérieur, on devient beaucoup plus tolérant. Quand on se juge moins. En fait, quand tu te juges moins et que tu acceptes que toi, tu peux être une nana absolument géniale et une grosse connasse aussi. Donc, tu vois, et après, tu choisis la facette que tu as envie d'exprimer, tu vois. Mais on a tous nos parts sombres, tu vois. On n'est pas obligé d'exprimer ces parts-là, mais on sait qu'elles sont là. Et on a la qualité qui va avec. Hein. On a la qualité antagoniste. Hein. Mais on choisit ce qu'on a envie d'exprimer.
Et du coup, quand tu as quelqu'un en face de toi qui exprime sa facette sombre, tu te dis, bon, ça aurait pu être moi. Hein. Ouais, je trouve ça... Ouais, ça me fait réfléchir à une situation de quelqu'un qui est proche de moi et qui est dans une relation où la personne l'aime, il y a de l'amour, mais il y a aussi une forme de... Il y a certains manques de respect, il y a certains comportements qui sont pas... qui ressemblent pas forcément à des comportements d'amour, on va dire, mais il y a de l'amour. Donc il y a un peu ces Alors, deux... qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a de l'amour? De ce qu'elle me dit, il y a de l'amour. Je sais pas moi réellement, mais en tout cas de son côté, il y a de l'amour, et je pense que du côté aussi de son partenaire, il y a de l'amour. Mais justement, la question que j'ai pour toi, c'est à partir de quand est-ce qu'on se dit que c'est le moment peut-être d'arrêter une relation ou de mettre fin peut-être à une amitié ou peu importe, tu vois. Selon toi, ce serait quoi les signaux qui feraient qu'on se dise bah ok, là c'est plus possible Ouais, d'avoir une en fait, tu relation. le sais et tu le sens. Et toutes les relations que tu maintiens par peur ou par culpabilité, tu vas te prendre un boomerang derrière. Plus tu tiens par peur ou culpabilité, plus la fin sera fracassante, tu vois. Donc la question à te poser, c'est est-ce que ça me fait peur ou est-ce que je suis dans la culpabilité avec cette personne? Et si tu es dans l'un ou l'autre, tu vas te prendre un revers de médaille si tu prends pas tes responsabilités maintenant, tu vois. Ouais. Après, dans une relation amoureuse, c'est Thérèse Rago qui a les 5 R. Elle a tout dit. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce qu'elle me rassure? Est-ce qu'elle me fait rayonner? Est-ce qu'elle me fait rêver? Et la dernière, c'était quoi? Je sais plus. Ah Est-ce oui, qu'elle me fait rire? ouais. Tu Ah, vois? c'est pas mal, ouais. J'aime bien. Et t'as tout dit. Tu sais que si dans ta relation, déjà, il n'y a pas de respect, il manque un élément. Ouais. Et s'il en manque un, de toute façon, c'est bancal. Ouais, mais ce que je me demande, c'est à quel point est-ce qu'il faut être, tu vois, un peu strict ou peut-être se dire, parce que je te dis ça parce que, tu vois, récemment, je lisais le livre de Marianne Williamson, Un Mhm. retour à l'amour, et elle parle beaucoup du fait de prendre la responsabilité sur nous de ce qui se passe dans nos relations. Tu vois, de se dire, bah, il se passe quelque chose avec mon conjoint, avec mon ami, avec mon frère, c'est qu'est-ce que moi je joue comme rôle là-dedans. Alors, l'indice, moi j'inviterais les personnes, tu vois, à faire un test sur, je sais pas, 2 mois, 3 mois, où tous les jours, avant de s'endormir, elles vont faire, ou ils vont faire, une liste de gratitude pour la personne qu'ils ont à leur côté. Tu vois, ils vont aller chercher 20 choses qui font qu'ils ont de la gratitude pour avoir cette personne à leur côté. Cette personne extraordinaire, tu vois, et réactiver la gratitude pour cette personne. Juste ça. Si au bout de 3 mois, où tu ressens et tu vibres ça, il n'y a rien qui bouge, tu vois, ça m'étonnerait. En fait, j'ai vu tellement de couples prendre un nouveau départ. S'il y en a un des deux dans l'équilibre qui change sa fréquence, c'est tout l'écosystème tu vois, c'est l'équilibre complet du couple qui prend une nouvelle dynamique. Et quand tu changes de regard sur l'autre, bah, l'autre change son comportement aussi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais ce que je me demande, c'est quand tu es dans une situation où tu as le sentiment que peut-être que tu n'as pas de gratitude, mais c'est aussi relié au comportement de l'autre, comment est-ce que tu arrives à te dire, bah, c'est moi qui vais, malgré le fait que ce soit pas entre guillemets ma faute, c'est moi qui vais endosser la Non, responsabilité. là, je te dis pas d'endosser la responsabilité de ce que l'autre fait. Non, mais faire le travail qui va permettre peut-être En fait, si tu n'as même pas envie de faire ce travail, parce que l'autre ne te respecte pas et te traîne dans la boue, je dis mais stop, arrête quoi. À un moment donné, stop. Et tu le sais, tu le sens. Tu vois, l'autre jour, j'avais une cliente en coaching et mais tu sens que son mec lui bouffe toute son énergie. Il la vide. Tu vois, elle fait vraiment un travail sur elle. À un moment donné, je lui dis mais c'est pas un petit garçon que tu as à côté de toi, c'est un homme. Donc à un moment donné, toi, tu prends ta part, mais lui, il faut qu'il prenne la sienne. Si toi, tu as fait tout ce qu'il fallait et que l'autre ne prend pas la sienne et continue à être dans son schéma destructeur et qui ne veut pas se faire aider et qui ne veut pas changer, bah en fait, banqueroute. Hein. Banqueroute. On est deux dans une relation. Donc toi, tu peux faire ta part. Et généralement, quand tu es dans un couple sain, mais qui juste n'a pas les codes de communication, ou c'est un peu empêtré dans le quotidien, ou tu vois, ça fait un moment que tu es ensemble et tu sais plus trop où tu vas. Mais en fait, si toi, tu te remets dans ton axe et qu'il y a de l'amour entre les deux, ça rééquilibre tout le couple.
Mais je l'ai vu tellement de fois, j'ai vu même des couples se remarier, tu vois. Ah ouais, Ouais. incroyable. Après une séparation? Ouais, après une séparation ou une distension, tu vois, ils étaient un peu même, tu vois, des adultères, tu vois, des infidélités. Et finalement, arriver à retrouver un équilibre parce que l'un des deux change de regard sur l'autre et commence à renourrir le lien, tu vois. Et quand il y a vraiment entre les deux un lien d'amour, tu sais, c'est comme si tu rallumais la braise, ben, l'autre, il le sent et ça repart, tu vois. Ouais. T'en penses quoi du pardon après une infidélité? Alors, l'infidélité, c'est... en fait, il y a des tas de formes d'infidélité. Ça peut dire plein de choses. Je pense que tous les humains sont infidèles. Ah, ok. Intéressant. Pourquoi tu penses ça? Parce que je crois pas que quelqu'un pourrait dire « je n'ai jamais ressenti de désir pour quelqu'un d'autre que mon ou ma partenaire ». Mais après, qu'est-ce que t'en fais? Tu vois? Est-ce que ça signifie qu'on est infidèle? Bah, c'est là où elle est où la barrière, en fait? À quel moment tu es infidèle, à quel moment tu ne l'es pas? Est-ce que tu es infidèle uniquement quand tu passes à l'acte? Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus infidèles que la personne qui a craqué une fois, tu vois. Et je trouve ça un peu dégueulasse, même de jeter la pierre à ceux-là, qui parfois, tu sais pas le contexte dans lequel ça s'est passé, et finalement peuvent foutre en l'air toute une vie pour une faiblesse humaine, tu vois. J'aime beaucoup ce point de vue. Je trouve qu'il est plus nuancé que ce qu'on entend un peu partout. Ouais, et c'est pour ça que c'est un peu facile de jeter la pierre aux personnes infidèles. Pour moi, il y a tout un contexte, toujours. Et parfois, il y a vraiment des gens qui sont infidèles, c'est leur mode de fonctionnement. Ils ont toujours fonctionné comme ça et ils ne savent pas faire autrement. Et ceux-là, bah, ils resteront comme ça. Donc, quand tu es en couple avec quelqu'un comme ça, soit tu acceptes, soit tu te casses. Mais c'est... Complètement, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais même dans le contexte de l'entrepreneuriat, mais je pense aussi dans le contexte des relations, de l'intuition et on va dire, l'énergie féminine, le fait que souvent on est peut-être un peu déconnecté de cette énergie-là, de cette guidance, de cette intuition. Comment est-ce que toi, tu as appris à te reconnecter à ça, si ça a été le cas pour toi, et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, comment j'ai appris à me reconnecter à ça? Bah, déjà, je me suis reconnectée à mon corps, à mes émotions. Et après, j'ai vécu des expériences un peu bizarres, de trucs un peu space. Raconte-nous, on a envie de savoir. Je sais pas laquelle raconter, je sais pas laquelle est racontable. Si c'est pas racontable, c'est qu'il faut la raconter. Et non, j'ai vécu des expériences vraiment bizarres de connexion avec du subtil et qui m'ont clairement fait comprendre que oui, en fait, ce que je ressentais était juste. Tu vois, du subtil qui se matérialise, tu vois, dans des trucs, ça fait limite paranormal, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, ce que je ressens est vrai, juste. quoi. Est vrai. Et du coup, j'ai appris de plus en plus à faire confiance à ça. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, clairement, je m'en sers énormément. De mon intuition, de ce que je ressens, de mes fulgurances. Ça fait partie intégrante de ce que je fais. Même s'il y a une partie hyper rationnelle, hyper cartésienne, on construit, on fait du business, etc. Mais j'ai les deux. Et j'aime jouer avec les deux, en fait. Ça rend tout plus léger. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi, en tout cas, je me suis beaucoup déconnectée de cette part-là de moi l'année dernière. Et je vois à quel point ça a pu être nocif dans plein d'aspects, tu vois, que ce soit dans mon business, mais aussi dans mes relations. Et ce que je me demande, c'est comment est-ce que tu apprends petit à petit et de plus en plus à te libérer des barrières qui t'empêchent d'accéder à cette part, parce que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que cette part-là, on l'a toute en nous. Oui. Mais c'est juste que c'est comme si on avait des barrières et des filtres et plein de... Mais ma question, c'est comment tu t'en es déconnecté? Pourquoi tu t'en es déconnecté l'année dernière? Parce que j'étais vraiment dans la peur, dans la survie, dans la performance. J'étais complètement... C'est comme si j'étais dans un tunnel et qu'il fallait pas me parler, j'étais incapable de ralentir, incapable de me poser, de me connecter à mon corps. Parce que ça te rassurait? Ça me rassurait. Vachement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Oui, mais c'est ça. Tu t'essayes de tout contrôler en disant là, je risque rien, là, je contrôle. Exactement. J'étais vachement dans le contrôle. Et tu sais quoi, j'ai pris 10 kilos l'année dernière et je pense que c'est pas pour rien. Enfin, je pense qu'il y a un lien clairement entre mon corps qui a pris 10 kilos et la Mariam qui était en mode contrôle partout. Et en fait, je lâchais ce contrôle-là avec la nourriture.
Oui, il fallait bien qu'il y ait un espace où tu décompenses, en fait. Exactement. Et ça a été la nourriture. Il y en a, ça va être le sexe, justement. Tu vas en Oui. parler d'infidélité. Et ça, chez les dirigeants de haut niveau, mais c'est vraiment un exutoire pour certains. Il y en a, ça va être l'alcool. Il y en a, ça va être la drogue. Il y en a, ça va être le sport. Tu vois, mais le sport à un niveau extrême. Tout ce qui est extrême, de toute façon. Justement, comment est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs, par exemple, qui nous écoutent, ou des personnes qui sont dans une phase de leur vie où elles ont envie de construire, où elles sont peut-être dans cette énergie masculine de performance, de peut-être même cette énergie de survie, à réussir à aller, à retrouver en tout cas un équilibre entre les deux? En fait, l'équilibre, il n'est jamais acquis. On peut toujours basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vraiment une espèce de vigilance de comment je me sens. Tu vois. Et clairement, il y a des moments où, tu sais, dans ton business, tout s'accélère. On a une hygiène de merde à ce moment-là, on est d'accord. Mais ça ne doit pas durer longtemps. Ça ne doit pas devenir ta norme, en fait. Tu te dis, bon, ok, quand tu sens ce truc-là, tu dis, bon, c'est quoi l'échéance, là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je tiens? Ok, je tiens. Est-ce que je suis ok avec? Oui. Si la réponse est non, le prix à payer est trop élevé, j'ajuste. Et je ralentis ou je prends des décisions pour rééquilibrer. Et si je suis ok, je sais que pendant cette période-là, ce sera comme ça. Mais derrière, je prends le temps de rééquilibrer, le temps dont j'ai besoin, tu vois. Et je vois plus l'équilibre comme des vagues, tu vois, ou une espèce de danse, tu vois, entre l'intensité et la relaxe, qu'une règle précise. Et ça, c'est propre à chacun. Et il y a des moments dans la vie où tu peux être dans un état d'intensité extrême tout en te sentant légère, parce que t'adores et tu kiffes. Et puis il y a des moments où tu peux pas. C'est vrai. Et il faut vraiment écouter ça. C'est comme si on avait des saisons un peu. C'est très vrai. Comment est-ce que tu différencies la peur et l'intuition? Comment tu fais la différence entre les deux? Parce que je trouve que parfois ça se ressemble vachement. Tu trouves que la peur ressemble à l'intuition? Parfois j'ai l'impression, ouais. En fait, tu peux avoir peur d'aller vers ce qui est bon pour toi parce que c'est nouveau et que du coup ton cerveau veut te protéger et te dit attention, attention, danger, danger, danger de mort. Mais tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un truc qui t'excite d'y aller, même si tu as peur. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que parfois c'est flouté. Parfois j'ai l'impression que Je te donne un exemple. Vas-y. T'as envie de rencontrer quelqu'un. Et je sais pas, tu parles... je vais parler à un homme sur Instagram, par exemple. Disons que cet homme, il me propose un date. D'un côté, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça a l'air d'être quelqu'un qui pourrait me correspondre. Donc, mon intuition, peut-être qu'elle va me dire, mais ce serait bien pour toi d'y aller, mais en même temps... C'est pas ton intuition, c'est ton mental là qui te dit Oui, vas-y. oui, c'est vrai, c'est mon mental. Mais peut-être qu'il y a une part de moi qui va me dire, mais vas-y, mais c'est bien pour toi. Et puis il y a une autre part de moi qui va peut-être me dire, ah, je ressens de l'inconfort, je suis pas très confortable, tu vois. Comment est-ce que je sais si là, c'est mon intuition, quand je ressens cet inconfort qui me dit, Mariam, n'y va pas, ce mec, c'est une Ouais, perte ou de temps. est-ce que c'est de l'appréhension parce que c'est nouveau et Exactement. que d'une nouvelle relation, tu flippes un peu. Exactement. En fait, pose-toi la question, quel est mon niveau de désir entre 0 et 10 d'aller à ce rendez-vous? Quel est mon niveau de bien-être si je me vois aller à ce rendez-vous? Quel est mon niveau de certitude que c'est bon pour moi d'aller à ce rendez-vous? Et si tu es en dessous de 8, en moyenne, les 3, t'y vas pas. Soit c'est pas le bon timing, c'est peut-être la bonne personne, mais t'es pas prête. Soit c'est non, tout simplement. Et si tu es au-dessus de 8, tu es aligné avec le truc. Tu as peut-être un peu peur, mais tu as envie d'y aller, tu vois. Ouais. Donc tu y vas. Ouais. Et ça, ces 3 questions, pour toutes tes décisions, elles sont radicales. Et parfois, j'en rajoute une quand c'est pour le business ou c'est parce que parfois, tu sais, tu dois aller à une soirée ou faire une conférence, un truc. Putain, je suis fatiguée, j'ai pas envie. J'ai envie d'être sous la couette ou de tu vois, de rester dans mon canapé. Et là, donc du coup, désir, bien-être, certitude sont pas élevés. Et par contre, je rajoute une question subsidiaire. Est-ce que c'est serviable pour ma vision? Est-ce que je veux construire d'y aller? Et là, tu vois, je rentre dans une dimension de moi un peu supérieure. Et j'écoute cette réponse-là. Ok. Ouais, j'aime bien ce framework. Ça, c'est quelque chose que les gens ils pourront appliquer dès maintenant, je pense. C'est quoi ton avis sur le terme « devenir la meilleure version de soi-même » ?
Je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Alors, c'est marrant, en fait, ça veut dire tout et rien, ce truc-là. On est déjà la meilleure version de nous-mêmes, là, maintenant, tout de suite, dans qui tu es, là, tout de suite, t'es génial, en fait. Et tout le monde est génial, là où il est. C'est simplement comment je peux exprimer mon essence, que je suis de plus sublime, de manière la plus naturelle et la plus fluide possible pour le reste de ma vie. C'est ça, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour moi, je vais me sentir bien, et puis parce que c'est bon pour le monde. C'est plus tu es pur dans ce que tu exprimes de qui tu es, plus finalement ce que tu vas envoyer est puissant et joli, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est un bon moyen d'aller chercher cette excellence, mais en même temps, c'est important aussi, comme tu dis, d'apprécier là où on en est aujourd'hui. Ouais, en fait, aujourd'hui, t'es parfaite. Tu sais, moi, je suis pas dans ce truc de il faut que je guérisse ça pour accéder à ça. Je dis, mais fous-toi la paix, en fait. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu l'avais là maintenant ? Tu vois, et ressens-le maintenant, amuse-toi avec ça. J'aime bien jouer avec la physique quantique, tu sais. Saute sur la ligne de temps où ce que tu désires existe déjà. Qu'est-ce que tu ressentirais ? Ramène-le dans ton présent et joue avec ça. Ça, c'est fun. Toi, tu penses pas, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens disent dans le développement personnel, tu ne peux pas être aimé par quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas accéder à ça si tu n'es pas toi-même ce truc-là. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, c'est marrant parce que c'est la discussion qu'on avait hier avec un grand patron. Il disait, en fait, il a une ambiance incroyable dans ses équipes. Tu vois, c'est une très, très, très grosse boîte. Et t'arrives, ça rit de partout. Il y a une super bonne ambiance et tout. Et parfois, on a du mal à imaginer ça dans les grosses boîtes, mais ça existe. Et en parlant en off avec lui, il disait, mais moi, j'aime les gens et je prends soin d'eux et je veux qu'ils se sentent bien et qu'ils soient heureux de travailler et en même temps qu'ils bossent, mais dans une bonne ambiance. Et il dit, mais par contre, il y a une connerie, c'est que moi, je m'aime pas. Et je m'en fous de moi. Et puis je le regarde, je lui dis, mais est-ce que tu crois que si vraiment t'en avais rien à foutre de toi, tu te serais habillée comme ça aujourd'hui ? Et tu vois, je pense que il s'aime au travers de ce qu'il fait pour les autres, tu vois, mais il veut pas l'admettre. Et il en a parlé au moins 3 fois du fait qu'il s'aimait pas et que c'était un peu important pour lui. Mais en fait, quand vraiment tu t'aimes pas ou que c'est pas important pour toi et que tu es vraiment hyper humble, tu n'en parles pas. C'est même pas un sujet, en fait. Et donc, je pense que effectivement, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit un jour, aime les autres comme toi-même, tu vois. Mais si tu t'aimes pas, c'est compliqué d'aimer les autres. Moi, je crois vraiment ça. Après, quand je dis s'aimer soi-même, c'est pas tourner autour de son nombril. C'est juste reconnaître l'être sublime qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu exprimes ou pas, et que tu vas mettre au service des autres. Tu vois ? C'est pas tourner autour de son nombril. Et c'est ce que je reproche un peu au développement personnel. C'est je vais guérir mon truc, je vais regarder ce que je peux gagner comme millimètre, machin. Et puis finalement, tu tournes autour de ton petit truc. Mais attends, on est là pour connecter avec les autres et pour servir les autres. Donc ton bien-être, mets-le au service tu vois, d'un projet créatif, du monde, de ce que tu veux servir. Ouais. De tes enfants, si t'es maman au foyer. Est-ce que tu penses qu'il faut savoir absolument pourquoi on fait les choses pour bien les faire ? C'est-à-dire avoir un pourquoi, tu vois, Simon Sinek qui parlait de start with why, toujours avoir une mission, un pourquoi, de savoir quelle est notre passion, quelle est notre mission, qu'est-ce qui nous anime vraiment ? Non, je crois pas. Parce que parfois, c'est des pièces de puzzle qui sont en train de se construire pour s'assembler à un autre moment. Et du coup, on voit pas le grand plan. Par contre, ça te met en joie. C'est bon pour toi. Ça, c'est un bon indicateur. Ouais, suis ta joie. C'est fun, tu vois, je te disais, mon objectif, là, ça m'amuse, en fait. Et j'ai besoin d'avoir des challenges qui m'amusent. Et que je les atteigne ou pas, je m'en fous. Ça m'amuse de prendre cette direction-là. Et quand ça t'amuse, ça te met sur la voie. Ça ne veut pas dire que ce sera ça l'objectif final. C'est juste que tu prends la direction. Et sur le chemin, hop, il y a peut-être un autre truc qui va se présenter, tu vois. Et ça se dessine. Est-ce que tu as déjà été perfectionniste ? Moi, je suis hyper perfectionniste. Ah ouais. Ok, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, je trouve que justement, ça sort du perfectionnisme, ce framework-là où tu te dis, je vais suivre ma joie, je vais suivre ce qui m'amuse et je vais m'autoriser, entre guillemets, à dériver. En fait, je suis ce qui m'amuse.
Par contre, je le fais à la perfection. Ok. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Non, mais Ouais, c'est vrai. En fait, j'aime le travail hyper bien fait. Je suis hyper exigeante avec moi-même, donc je suis hyper exigeante avec les autres aussi. Parce que, ouais, j'aime pas servir un truc à moitié pourri, quoi. ouais, mais est-ce que c'est pas finalement avoir un standard d'excellence plutôt que du perfectionnisme? Parce que pour moi, le perfectionnisme, c'est si je maîtrise pas toutes les clés, toutes les étapes, tout le contexte, et si je suis pas sûre à 100% de la validité de ma décision, j'y vais pas. Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui auront toujours cette petite voix off et qui seront jamais sûres à 100% de la direction à prendre. Il faut qu'elles apprennent à vivre avec, tu vois. Et il y a des personnes qui ont cette lucidité tranchée. Donc, on n'a pas tous le même mode d'emploi pour ça. C'est quoi la différence entre ces deux types de personnes? En fait, il y a des personnes qui vont avoir besoin de traverser leur vague émotionnelle, tu vois, d'éprouver la décision sur 48 à 72 heures pour voir dans tous les états émotionnels si c'est oui ou non, tu vois. Et ces personnes-là, elles vont se dire, si je suis à plus de 80% oui, j'y vais. Si je suis en dessous, j'y vais pas. Tu vois. Et elles ont besoin de temps pour prendre leurs décisions et elles vont devoir apprendre à dire aux autres. D'ailleurs, elles le sentent, hein, quand on leur met la pression pour prendre une décision rapidement, ça les stresse. Et si elles prennent la décision rapidement, derrière, elles vont se dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Non, mais j'aurais jamais dû dire oui. Non, mais tu vois, elles se refont le film pendant 48 à 72 heures. Je me reconnais. 100%. Donc, apprendre à dire aux autres, écoute, j'ai bien entendu ta question, je me pose dessus, je reviens vers toi. C'est juste ça. Là, c'est sérénité directe. Et quand tu sais que tu es à plus de 80% oui, tu y vas, ou 80% non, tu y vas pas. Voilà. Et il y a d'autres personnes, ça va être, tu vois, une espèce de fulgurance intérieure extrêmement rapide, comme une petite décharge électrique, et c'est instantané. Elles savent. Ouais. Il y en a d'autres, il faut leur poser des questions fermées, sinon elles se noient dans les informations. Et là, oui, ça me botte. Ou il y a rien, il n'y a pas de donc j'y vais pas. Si c'est pas un grand oui, il vaut mieux pas y aller. Ouais. Ouais. Mais ça, tu vois, chacun a son... Donc, connaître son mode d'emploi, c'est vachement important. Parce que quand tu sais comment toi, tu fonctionnes, tu n'es plus à te comparer aux autres, tu n'es plus à t'agacer parce que l'autre va plus vite ou moins vite, ou, tu vois, tu respectes. Et ça, c'est pareil aussi pour intellectuellement. Tu as des personnes qui, tu sais, elles ont des petites étagères hyper bien rangées, avec les étiquettes dessus, leurs idées sont hyper claires, il y a une autoroute, elles te sortent un processus intellectuel, tu dis, oh, elles sont super intelligentes. Et tu en as d'autres, en fait, c'est comme si elles avaient 18 000 autoroutes, et elles en prennent une, et puis après une autre, et puis tu te dis, mais c'est un peu le bordel, mais pour elles, c'est hyper rangé dans leur tête. Et quand tu mets ces deux personnes-là à travailler ensemble, il y en a une qui se dit, mais elle est complètement obtus et étriquée et rigide. Et l'autre qui se dit, mais ça part dans tous les sens. Alors que celle qui a 18 000 autoroutes, en fait, elle a une vision d'ensemble. Et celle qui a la structure, en fait, elle a la cohérence, tu vois. Donc, c'est complémentaire. Par contre, il ne faut pas que ces personnes-là réfléchissent ensemble. Il y en a une qui va avoir mal à la tête et l'autre qui va péter un câble. Ah, c'est trop marrant, ça me fait penser à des situations que je vois très bien. En tant que femme, parfois, on a tendance, pas toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois assez souvent, à un peu se sacrifier, et à se mettre au second plan de notre vie et à mettre les besoins des autres en priorité. Qu'est-ce que tu conseillerais à des femmes qui sont dans ce schéma-là, qui ont tendance à culpabiliser de manière chronique à chaque fois qu'elles priorisent leurs besoins, leurs objectifs? Ça peut être des objectifs business, ça peut être des choses dont elles ont besoin dans leur vie personnelle, mais qui les font culpabiliser à chaque fois qu'elles sont... En fait, la culpabilité, c'est les besoins des autres sont plus importants que les miens. C'est ça, en fait. Exact. Je dois faire passer les besoins des autres avant les miens parce qu'ils sont plus importants. Et à un moment donné, quand tu réalises ça, tu te dis, bon, ok, moi j'ai besoin de quoi et eux, ils ont besoin de quoi. Tu vois, typiquement, une maman avec un nourrisson, son besoin à elle, c'est de dormir. Mais son bébé, il a besoin de manger, il a besoin de grandir, tu vois. Donc là, effectivement, les besoins d'une nourrisson sont prioritaires sur les siens. Par contre, il y a d'autres moments où, si je reprends une maman, tu vois, avec des enfants, le week-end, elle a besoin de faire une pause, je sais pas, de se reposer 1 heure. Et ben ça, c'est son besoin est prioritaire sur aller faire une énième expo ou une énième activité avec les enfants alors qu'elle en a déjà fait 3, parce que ça va être son moment ressource à elle, tu vois. Donc tout est une question de dosage, et je pense que c'est pas mauvais de se sacrifier par moment.
tu vois. Parce que c'est bon pour les humains qui sont autour de nous. Mais c'est comme tout, ce que je te disais tout à l'heure, c'est cyclique. Il y a des moments où je me ressource et il y a des moments où je donne, tu vois. Et il faut un équilibre entre les deux. Dans quel cas, pour toi, c'est bon de se sacrifier et dans quel cas, c'est important de se prioriser? En fait, tu sais, si on se sacrifie jamais, je pense qu'on est dans l'économie et finalement, on essaye de se reposer tout le temps, tu vois, d'être en fonctionner au minimum de nos batteries. Et je trouve ça dommage, Je tu suis vois. d'accord, ouais. Et je pense qu'en plus, plus tu t'entraînes, bah, plus ta batterie, elle est en capacité de gérer de la complexité, tu vois. Donc, j'ai pas le barème, tu vois, le niveau. C'est toi, comment tu te sens, tu vois. Si tu es complètement éclaté au sol tout le temps, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu prends pas soin de ta batterie. Ouais, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même souvent un schéma où... En tout cas, je sais que moi, ça a été mon cas où je me suis sentie hyper responsable des personnes autour de moi et je suis beaucoup rentrée dans ce truc de sacrifice. Et c'est comme ça que j'aime les autres, c'est comme ça que les autres se sentent aimés par moi. Et donc ça peut m'arriver encore aujourd'hui d'être dans des situations où, par exemple, je vais avoir un besoin, je sens que j'ai ce besoin-là, mais je ressens une culpabilité énorme à avoir ce besoin parce que mon besoin vient interférer avec celui de quelqu'un d'autre que j'aime, tu vois. Et d'un côté, je me dis, bah, j'ai peut-être la capacité de répondre à ce besoin de cette personne, mais de l'autre, si je continue à un peu trop y répondre, je sais que je vais me faire mal, mais en même temps, si je réponds pas aux besoins de cette personne, je vais me faire mal aussi, tu vois. Alors, pourquoi tu veux répondre aux besoins de cette personne? De quel espace ça part? Est-ce que si c'est pour combler un vide et parce que tu as peur de ne pas être aimé, c'est ça qu'il faut régler en premier. Par contre, si c'est parce que tu aimes cette personne et que c'est une manière pour toi de l'aimer, tu le feras, mais peut-être pas au détriment de ce qui est bon pour toi, tu vois. C'est vachement subtil. Ouais. C'est de quel espace ça part à l'intérieur de toi. Ben, moi, j'ai du mal à différencier parfois parce que moi, je sens que c'est de l'amour et en même temps, bah, ça peut être de la peur parce que j'ai l'impression que l'amour et la peur, c'est presque pour moi deux faces d'une même pièce. Si j'aime quelqu'un, j'ai peur de le perdre. Si j'aime quelque chose, j'ai peur de le froisser, de le briser. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que tu as peur des fins. À partir du moment où tu vas accepter que tout a une fin, tu vas commencer à te lâcher la grappe avec ça. Ton histoire d'amour, elle va se terminer. Ta relation d'amour avec ton ami, elle va se terminer. Ton business, il va se terminer. Ton appartement, un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va balancer tous les meubles et qui va mettre sa déco alors que tu avais peint les murs avec amour, tu vois. Tout a une fin. Donc là, comment je peux servir de manière la plus juste par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à ma manière d'aimer les personnes que j'aime. Tu vois? Mais je ne vais pas le faire pour combler un vide ou parce que j'ai peur que la personne ne m'aime plus. Parce que si tu as peur que la personne ne t'aime plus, il y a un bug dans votre relation. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas rationnel de toute manière, en général. C'est pas du tout rationnel, ça vient d'un espace de peur, comme tu dis. Et en parlant de ça, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les limites dans nos relations. Comment tu établis des limites avec les autres qui sont saines, qui sont bénéfiques pour la relation, justement, là aussi, sans trop culpabiliser, ou en tout cas, peut-être que tu culpabilises, mais tu gères ta culpabilité et tes émotions. En fait, tout ce que tu fais par peur ou culpabilité se retournera contre toi. Mais vraiment, retiens ça. Si tu as un truc à retenir, c'est ça. Ouais. Donc, à chaque fois que tu es dans la peur ou la culpabilité, tu sais que tu pars pas du bon endroit. C'est vrai, c'est un bon... Ouais. C'est vraiment... et dans une relation amoureuse, encore plus. Peur de perdre l'autre, peur de... Bah, accepte que tu vas le perdre, tu n'auras plus peur en fait. Va au bout de ta peur, explore ta peur. De quoi tu as peur exactement? Je te racontais une anecdote cette année. Donc, mon conjoint s'est fait opérer du cœur. Et donc, ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de place en réa. Donc, on a attendu un peu trop longtemps avant qu'il se fasse opérer. Et moi, au début, à un moment donné, mais j'étais complètement envahie par mes peurs. Et une nuit, mais j'étais terrorisée. Mais vraiment, je dormais pas et mais tu sais que quand la peur te prend aux tripes et tout. Et je connais le process, toi. Je dis, ma cocotte, il va falloir que tu y ailles.
Elle te dit quoi, cette peur? Va au bout de cette peur. Allez, j'ai peur qu'il meure, j'ai peur. Là, ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu te retrouves toute seule et tu fais explorer, tu vois, tu explores toutes les pistes et tu vois que, ben oui, j'ai peur et j'ai peur de me retrouver toute seule, de me retrouver dans cette grande maison. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour mon business? Comment je vais faire? Et puis tu trouves des solutions, des machins. Et puis tu sens que c'est toujours là. Et tu te dis, mais en fait, de quoi t'as peur? Tu vois, va plus loin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de souffrir. Tu vois? Et à partir du moment où j'ai compris ça, tu sais, j'ai fait mon petit process dans mon lit toute seule, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas souffrir? Et là, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire. Je peux rien faire à part lâcher le fait et accepter. Et là, j'ai commencé, c'est le sketch accepte, c'est artiste qui fait ça, mais c'était vraiment ça. C'est accepte simplement que oui, tu vas souffrir. Quelle que soit l'issue, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, de toute façon, tu vas souffrir. Parce que voir son chéri coupé en deux, en réa, machin, tu peux pas dire que c'est une partie de plaisir. Le voir partir au bloc, c'est pas une partie de plaisir, tu vois. Même si celui qui souffre le plus physiquement, clairement, c'est pas moi. Mais émotionnellement, il faut gérer le truc, tu vois. Donc, de toute façon, dans les deux cas, je vais souffrir. Et à partir du moment où j'ai accepté que j'allais souffrir, j'ai pu vivre le truc. C'est incroyable ce que tu dis. J'aime beaucoup. Je réfléchis à ça parce que je me dis, je pense que en fait, on a tous peur de ça. C'est ça qui nous fait tous peur, en fait, je pense. Dans toutes les situations qu'on essaye d'éviter. Est-ce que ce qui t'a le plus soulagé, c'est d'accepter que tu allais souffrir ou de te faire confiance dans ta capacité à souffrir? Et à souffrir bien, on va dire. En fait, je ne sais pas si tu peux souffrir bien. Mais dans ma capacité à accepter la souffrance, tu vois, et à me dire que quoi qu'il arrive, ce sera pour le bien. Tu vois, avec cette foi de toute façon, ce sera bon, ce qui arrivera, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça paraît taré de dire ça, mais j'en suis vraiment arrivée là. C'est encore la foi, tu sais. Oui. C'est... Tu crois est-ce que tu crois en quelque chose de supérieur? Qu'est-ce qui te fait avoir cette foi-là, justement? Je sais pas, c'est un truc qui est en moi. Moi, oui, j'ai la foi. Alors après, tu l'appelles comme tu veux, en Dieu, même si je ne pratique pas de religion. Tu vois, j'ai été éduquée dans la religion catholique, mais je crois que j'ai jamais eu autant la foi depuis que je suis plus dans la religion, tu vois. Mais oui, je crois en quelque chose qui nous dépasse. Tu sais, quand tu observes la mécanique de la vie, la manière dont l'univers est mathématique, le corps humain, etc., tu te dis, mais waouh, quelle est l'intelligence qui a pu créer ça, avec en plus de l'amour dessus. Tu vois, c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en parlant de peur, c'est quoi la plus grande peur que tu as en ce moment? Et qu'est-ce que tu fais pour la dépasser? Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme peur? Là, tu me plonges dans un truc... Je sais... ah si, je sais. Je sais. Alors, c'est pas une grande peur. Hein. Okay. C'est une flippette. Vas-y, raconte. En fait, là, j'ai écrit mon livre. Et il va falloir que je le remette à ma maison d'édition. Et donc, j'ai travaillé un petit peu. J'ai pris une coach en écriture avec qui on fait du ping-pong. Je lui envoie ce que j'ai écrit. Elle me fait des commentaires. Elle me dit ça reprend, ça détaille un peu plus. Ça, c'est chouette. Mais là, je vais le livrer. Tu vois, je le lâche dans l'arène un peu, tu vois. Et je dis, wow, c'est une part de moi que je lâche là. Et c'est, tu vois, c'est me dévoiler, c'est me mettre un peu à nu, tu vois. Et je pense qu'il y a une part de moi, qui flippe un peu. Je me dis, ouf, nouvelle étape. Tu peux nous parler de ce dont tu parles dans le livre? Alors, dans le livre, je parle de ce qui t'empêche justement de tout réussir. Et comment on peut tourner pendant des années dans le cercle de l'insuccès et finalement être complètement inconscient qu'il y a une spirale du succès. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai partagé toute ma trame de livre et tous les chapitres que j'ai détaillés avant de l'écrire à plusieurs maisons d'édition et à plusieurs personnes. Et en fait, toutes les personnes m'ont dit, en fait, j'ai pris une claque. Je croyais que j'étais dans la spirale du succès. Je me suis rendu compte que j'étais dans le cercle de l'insuccès. Waouh! Ah, tu m'intrigues là. Ah, tu m'intrigues. C'est quoi les signaux qu'on est dans la spirale de l'insuccès, enfin dans le cercle de l'insuccès? Alors, je vais te donner plutôt les signaux que tu es dans la spirale du succès. Ok. Et le reste, vous le verrez dans mon livre.
En fait, tu sais que tu es dans la spirale du succès quand tu sens à l'intérieur de toi que tu as une espèce de structure qui fait que quoi qu'il arrive, tu es inébranlable, tu es dans ton axe. Tu peux, tu vois, t'écrouler, vivre des chaos, mais c'est comme s'il y avait un axe et que tu étais dans cet axe, dans ton axe. Et que quand tu es dans cet axe-là, c'est comme, je sais pas, tu es à ta place, tu vois. Et on peut te soudoyer, on peut te payer des millions, en fait, tu ne te trahiras plus. Je comprends. Comment est-ce que justement on peut passer d'un état où on est facilement, on va dire, un peu comme une feuille dans le vent, tu vois, à devenir un peu cette montagne qui est dans son axe? Ce serait quoi un premier élément de réflexion? En fait, pour arriver à trouver cet axe, et c'est pour le moment, tu vois, après peut-être que ça va évoluer, mais la stratégie ou la méthode que j'ai comprise et que j'utilise, c'est déjà comprends ton intelligence émotionnelle et comment tu fonctionnes à ce niveau-là. Parce que quand tu es plus parasité par des tas d'émotions qui te polluent, déjà, tu sais, il y a moins de contraction à l'intérieur de toi. Et c'est comme s'il y avait un truc qui s'ouvrait pour que tu puisses déployer ce petit truc, tu vois, qui souvent est contracté, puis calfeutré par des tas de masques, des tas de choses, d'injonctions, d'obligations, qui finalement nous parasitent. Et en fait, plus tu vas apprendre à gérer tes émotions et ne plus être envahi par elles, ne plus t'identifier à elles aussi, plus tu vas pouvoir créer cet espace. C'est comme si, tu sais, tu étais à l'intérieur de toi, il y avait une eau déchaînée, boueuse, tu vois, tout le temps. Et là, tu vas apprendre à calmer l'eau, à la nettoyer et à ce qu'elle redevienne transparente et calme. Et quand l'eau, elle est calme, translucide, transparente, là, tu commences à voir clair. Tu vois ? C'est vrai. Ouais, c'est très vrai. Et en parlant des émotions, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur leurs émotions qui pourrait les aider à... Ils s'identifient déjà à leurs émotions. Ouais. Déjà, tu n'es pas tes émotions. Et ils s'identifient à leurs émotions et quand elles arrivent, ils sont complètement envahis, débordés et ils ont oublié que c'est eux qui avaient les rênes du truc, tu vois. Et on auto-alimente nos émotions. Enfin, tu vois, si on n'a pas conscience que c'est nous qui avons les rênes et que, par contre, ça demande du courage et de la discipline, hein. Tu sais, quand tu pars dans une peur, machin, tu peux rester bloqué dans ta peur, dans ta terreur pendant des mois, des années. Sauf si tu prends les rênes du truc, tu dis non, Coco, moi je vais retrouver la confiance, donc je vais aller de l'autre côté. Mais comme tout ton système est musclé, il va te ramener dedans. Ouais. Donc ça va demander de la discipline, tu vois. C'est vrai. Et à un moment donné, ta nouvelle norme, ça va être la confiance. C'est du fitness, c'est des muscles. Ouais, et ça, je trouve que c'est hyper important, finalement, de le dire aux gens, que c'est possible de se Ouais. muscler émotionnellement. Ah oui, mais moi, j'avais une estime de moi, mais dans les chaussettes, une confiance en moi dans les chaussettes. Tu vois, et finalement, de faire ce travail-là m'a permis, effectivement, de retrouver cet axe. Parce qu'à un moment donné, il y a un équilibre à trouver, tu vois. Entre j'ai zéro estime et je suis la meilleure du monde et regardez-moi, tu vois, là où t'es dans l'ego. En fait, il y a un milieu. C'est l'axe. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très vrai. Trop bien. J'adore et je pense qu'on pourrait parler pendant des heures. J'ai un rituel de fin de podcast où je te partage des cartes. Le but, c'est que tu pioches une carte et que tu choisisses une question au hasard et que tu y répondes le plus honnêtement possible. Ok. Alors, une carte. Allez, celle-là. Alors, est-ce qu'il y a une discussion que tu aurais aimé avoir avec quelqu'un que tu n'as jamais eue ? Alors, avec qui ? Avec qui j'aurais... Oui, avec ma fille aînée. Ah, ok. Ouais. J'aurais bien aimé avoir une discussion avec elle. Si tu écoutes ce podcast, Inès, j'aimerais bien parler avec toi. J'aime bien. Ouais. Trop bien. Trop bien. Ça, c'est... Je pense que du coup, c'était la question qu'il fallait que tu te poses maintenant, peut-être. En fait, il faut être deux dans une relation. Donc, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec elle, mais il faut qu'elle en ait envie. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et tant que la porte est fermée, on ne peut pas échanger. Ouais.
Bah justement, en parlant de ça, pour les parents qui nous écoutent et qui ont peut-être ce défi-là avec leurs enfants, qui ont du mal à communiquer avec leurs enfants, qu'est-ce qui t'aide, toi, à gérer Alors, j'essaie, en fait, j'essaye de mettre en pratique, tu vois, de me mettre à leur place et de pas leur imposer mon système de valeurs. Mais après, il y a une limite aussi, tu vois, dans le sens où un enfant qui ne te respecte pas, ton rôle de parent, c'est de dire stop, en fait. C'est pas de te laisser traîner dans la boue par ton enfant par peur qu'il ne t'aime plus. Donc, accepter aussi que ton enfant te rejette et ne veuille pas parler avec toi pendant quelque temps, parce que tu as positionné en fait une limite qui était serviable pour lui. Tu vois, à un moment donné, nos enfants, ils ne doivent pas devenir des monstres. Et notre rôle de parent, c'est justement, tu vois, tu parlais de limites tout à l'heure, de poser des limites. Tu sais, toute cette génération d'enfants qui ont été éduqués, c'est après 68 où il est interdit d'interdire. En fait, ils n'avaient aucune limite. La seule limite qu'ils avaient, c'est t'as pas le droit de mourir. Qu'est-ce qu'ils font ces gamins-là ? Addiction, drogue, tu vois, sport extrême, pour tester la mort. Les enfants, on leur met des limites, et en tant que parents, qu'est-ce qu'on va observer ? On va les observer déborder un peu. Mais on sait que c'est pas dangereux. Limite, il faut mettre un cadre un tout petit peu plus serré, et puis les regarder prendre leur liberté, tu vois, et faire leur expérience. Ouais, et finalement, est-ce que c'est pas une forme d'amour de mettre ces limites-là Mais si. Et parfois, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est super difficile, j'imagine. C'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile pour les couples qui sont séparés. En tout cas, moi, en tant que femme, ce que je trouve difficile, c'est par moment, de devoir assurer à la fois le rôle du père et de la mère. Tu vois, j'aurais envie d'être que dans le rôle maternel. C'est au père aussi, parfois, c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est quand même une réalité, tu vois. Le père, c'est l'émancipation, c'est je t'amène vers l'extérieur, c'est la structure. Et nous, on est plus pour amener, tu vois, à l'intérieur la sécurité émotionnelle, tu vois, le côté chaleureux, doux, etc. Et j'aime être dans ce rôle-là. Mais parfois, je dois être dans le rôle, tu vois, de cette énergie masculine qui cadre. Parce que sinon... oui, en fait, j'accepte des choses qui, humainement, et là, c'est pour vivre en société, vivre bien et que les gens soient en harmonie, il y a des règles à respecter, en fait. Ouais. Et puis, ce que tu dis, ça peut aussi s'appliquer à plein de personnes qui sont dans d'autres situations avec leurs proches où ils ont peur d'être, entre guillemets, le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Là où, finalement, c'est pas réellement qu'il serait méchant, mais plutôt qu'il ferait du bien à... C'est ça. Et en fait, ne pas avoir peur de ne pas être aimé de ses enfants. Parce qu'on pose une limite ou parce que... Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui est, tu vois, qui est juste par rapport à ton intégrité. C'est pas fait depuis un espace de colère, de vengeance, c'est vraiment humainement, je ne lui rends pas service si je ne pose pas ce cadre-là. Tu vois ? C'est pas serviable pour elle. Comment t'as su ça ? Moi, c'est ça qui me rend curieuse. Alors, comment j'ai su ça ? C'est marrant, c'est en écoutant un ami qui est papa, qui parlait de son fils, tu vois, qui disait, là, il faut que j'ai une conversation avec lui, d'homme à homme, de machin. Et en fait, je me suis rendu compte, en l'écoutant parler, je me suis dit, mais c'est exactement la posture que je dois avoir avec ma fille. Et que je n'arrivais pas à avoir parce que je suis pas un père, je suis une mère, tu vois. Mais je sentais qu'il fallait que je joue ce rôle-là, et je l'ai fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement ? En fait, je sais que j'ai fait ce qui était juste pour moi. Tu vois, pour moi et pour le bien de ma fille. Ouais, mais je trouve que c'est un bel exemple que tu lui as donné aussi. Alors, elle le comprendra peut-être que dans 20 ans. Ou peut-être plus tôt. Ou peut-être plus tôt. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait... pour le coup, je pense que je m'en serais voulu d'avoir laissé ça passer. Tu sais, au début de ma séparation, j'avais tellement peur de perdre mes enfants que j'acceptais n'importe quoi. Je pense que beaucoup de femmes pourront se reconnaître là-dedans. Et en fait, j'ai récupéré mes enfants à partir du moment où j'ai reposé des limites et un cadre. J'ai dit stop. Mais je pense on respecte les personnes qui nous mettent des limites. Ouais. On n'a pas de... Enfin, je veux dire, même dans d'autres types de relations, les personnes envers lesquelles on a le plus de respect, c'est celles avec qui on sait qu'il y a des conséquences à agir. Et tu sais, pour moi, la qualité la plus importante chez un humain et chez un dirigeant surtout, tu vois, c'est la justesse. Intéressant. C'est
Donc, quand tu es dans cette justesse, tu vas t'autoriser à dire des choses même désagréables, à accepter que la personne en face de toi t'en veuille ou tu vois, ne comprenne pas le message que tu as donné à ce moment-là. Mais à l'intérieur de toi, c'est centré parce que c'est juste. Et quand on arrive, tu vois, alors moi, j'arrive pas tout le temps à être dedans, mais j'essaie, tu vois, d'être le plus juste possible. Et quand je sens que je suis, tu vois, c'est vraiment, c'est du millimètre, tu vois, tu fais tes petits réglages au millimètre. Mais et ça, je le vois dans mes clients, ceux qui sont dans cette justesse-là, pour moi, c'est les plus charismatiques et les plus respectés. Ils sont aimés de leurs collaborateurs, de leurs employés, de leurs salariés, autant que finalement, ils sont respectés et parce qu'on sait que c'est juste. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça me fait penser à une question que j'ai beaucoup avec moi-même en ce moment, qui est comment tu sais quand ta vérité doit être partagée. C'est-à-dire, tu as une opinion, il y a quelque chose qui est juste pour toi, et tu sais que c'est juste. Mais dans certains contextes, tu sais que si tu la partages ou si tu l'exprimes, tu arrives à voir autant les torts que ça peut te causer que peut-être les bénéfices. Comment tu peux savoir si ça mérite d'être exprimé? Par exemple, sur les réseaux sociaux peut-être. Il y a peut-être des choses que tu penses ou des opinions que tu as qui sont justes pour toi, qui sont vraiment importantes pour toi. Mais peut-être que si tu les partages, tu arrives à voir que ça peut peut-être rallier certaines personnes ou aider certaines personnes, mais ça peut aussi exclure d'autres personnes. Alors, c'est toujours la même chose, c'est la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est serviable pour ma vision de partager ce genre d'informations ou pas? Tu vois, moi, il y a des reels que j'ai tournés, et parce que quand j'ai toujours du monde en face de moi avec qui on échange quand je tourne des reels, j'aime pas être toute seule face caméra. Et parfois, ils m'amènent sur des terrains où on tourne des reels, tu vois, sur des sujets. Et après, quand je vois les trucs, ou même à la fin de la conversation, je dis, bon, ça, on ne publie pas. Parce que je ne crois pas que ce serait serviable pour là où je veux aller, pour ce que je veux offrir aux gens, de partager ce genre de choses. Tu vois? Ouais, je vois. Ça répond à ta question? Ouais, carrément. Parce que sinon, on est dans « je veux te convaincre que », mine de rien. Et du coup, c'est comme ça que naissent les conflits. Alors que si tu le fais parce que c'est juste par rapport à ton objectif, tu n'es pas dans une manière de convaincre. Tu fais ton job, tu sais, fais ce pourquoi tu es là et tu partages ce que tu as à partager. Ouais, même dans une amitié ou dans une relation, tu peux très bien partager ton ressenti et ce qui est juste pour toi sans chercher à convaincre l'autre. Exactement. Et ça, c'est les relations les plus jolies. C'est quand tu peux tout partager et être accueilli dans qui tu es et dans ce que tu ressens et dans ce que tu crois et dans tes vérités, qui vont d'ailleurs, nos vérités parfois peuvent évoluer aussi. Hein. Tout à fait, bien sûr. Trop bien. Merci beaucoup Astrid. Merci Mariam. C'était génial. On te retrouve sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi. Ouais, un petit peu. J'y suis un peu. Ouais. Facebook, LinkedIn. Trop bien. Voilà, tous les réseaux. Je partagerai tous tes liens. Merci Mariam. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Trop bien.